vient cette passion pour la musique? Je peux pas te dire. Ça, c'est vraiment un truc qui était à la maison. On a toujours eu ça. Moi, je viens d'une communauté où la musique est propre à notre identité. La musique, c'est pas un divertissement. La musique, c'est pas une perdition. La musique, quand tu viens des Antilles, dans ta culture, il y a euh, la négritude, il y a le poids de l'histoire omniprésent de l'esclavage. Mais si tu remarques bien, la façon dont on exprime tout ça, c'est toujours en musique. Des musiques de joie, des musiques de tristesse, mais la musique. Il y a toujours eu de la musique. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Mais c'est quoi ta musique préférée? Ma musique préférée, en fait, comme toujours, au début, comment dirais-je, tu es influencé par ton environnement. Donc la musique du foyer familial. Puis après, la musique des copains à l'extérieur. Puis après, tu voyages dans le monde, tu découvres d'autres musiques. Et en fait, il y a deux styles de musique. Il y a celle qui me procure des émotions, qui parfois sert à accompagner des paroles et des mots. Et puis, il y a enfin, en règle générale, et celle qui ne me procure aucune émotion. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est bonne ou pas bonne. C'est juste que, tu vois, aujourd'hui, je vais écouter beaucoup Tu vois, par exemple, je réécoute aujourd'hui Mon vieux de Daniel Guichard. Et ben, à l'époque où il le chantait, c'était absolument pas ma musique. Et aujourd'hui, tout d'un coup, étant père, et ben, je comprends mieux ce qu'il raconte dans la chanson. Tu vois, la façon dont le fils perçoit son père, eh bien voilà. C'est Mon un style de message. musique aujourd'hui, c'est celui qui donne le plus de résonance à mes émotions et à ma vie et à mon quotidien. J'ai échappé à la mode, ou la mode m'a échappé. Et c'est qui ton artiste préféré? Ah, je te dirais que les hommes qui aujourd'hui sont pour moi des béquilles ou des référents sont, sont plutôt des... En fait, c'est la plume aujourd'hui qui dicte mon artiste préféré. Je n'ai pas d'artiste préféré. Ce serait mentir de dire que c'est comme choisir entre ton père ou ta mère. Tu peux pas choisir entre... il y a la musique pour se réveiller le matin, il y a la musique pour se coucher le soir, il y a la musique pour conduire quand tu es dans ta voiture et il y a la musique pour manger quand tu es à table avec tes enfants. Je serais incapable de dire. La seule chose dont je suis certain et conscient, c'est que mes goûts ont évolué, mes goûts musicaux ont évolué comme ma vie, c'est-à-dire que il n'y a plus j'aime ou j'aime pas. Un artiste, je vais aimer une chanson et détester le reste de ses chansons, et comme je vais pouvoir aimer un artiste dans sa globalité. Tu vois, Non. Quelle est ta définition de la culture urbaine? Oh, la culture urbaine, c'est un cache-sec, c'est une escroquerie, c'est un vol. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une culture qui s'est inventée, c'est la culture des quartiers. Il y a eu via la culture hip-hop. Nos aînés, ils écoutaient du rock'n'roll, c'était de la culture urbaine. En fait, qu'est-ce que ça veut dire la culture urbaine? Ça veut rien dire du tout. Il n'y a pas de... Si tu veux, ça a été un mot inventé de toutes pièces par euh, les institutions pour ne pas dire culture populaire. Mais en vérité, la culture urbaine, c'est la culture populaire. Voilà, c'est cette culture qui... alors, soit elle est née dans l'urbain, dans l'asphalte, tu vois, mais d'abord, elle fermente dans le terreau, dans les classes populaires, tu vois, là où on donne tout parce qu'on n'a rien à perdre. Donc on fabrique des trucs. Mais la culture urbaine, c'est un mot, un vocabulaire, c'est un élément de langage qui est plus arrivé par le tuyau de la politique et des politiciens. En fait, ça a été une solution facile pour essayer de définir qui nous étions. Parce qu'ils n'arrivaient pas, les politiques, à comprendre qui nous étions. Ils n'arrivent pas à comprendre cette culture qu'on fabrique avec un bout de Moyen-Orient, du Maghreb, un bout d'Afrique noire, un bout d'Antilles, un bout de France rurale, un bout des pays de l'Est, un bout de l'Asie. On met tout ça dans un plat, on fout tout ça au milieu du béton, on regarde ce que ça donne, et on se dit, ouais, quand même, on ne peut pas appeler ça la culture des enfants d'ici et d'ailleurs. Allez, on va appeler ça, comme c'est fait dans du béton, c'est fait en ville, c'est fait dans l'urbain. Allez, solution, pour moi, c'est de la paresse intellectuelle. On va appeler ça culture urbaine. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux très bien, comment dirais-je, être à la campagne, faire du graffiti, faire du rap, avoir un penchant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu deviens urbain du jour au lendemain?
Non, c'est un raccourci pour éviter de réfléchir vraiment à cette culture qui a préempté la France, qui a pris en otage ce pays, qui a redéfini les codes de la culture française. En vérité, la culture urbaine, c'est la culture française. Qu'elle se vive à la campagne, au bord de la plage, au bord de la mer, dans les cités HLM ou dans les beaux quartiers, c'est la culture française. Le problème, c'est que nous vivons dans un pays qui a encore, dont les élites, pas le peuple, ont encore un peu de mal à reconnaître cette culture comme étant la nouvelle culture française. Donc les élites ont inventé un terme, histoire de ne pas trop nous mettre dans la culture française. Ils ont appelé ça culture urbaine. Comme ça fait une case. On n'est pas dans le même tiroir que la culture traditionnelle. Mais je suis désolé. Si on prend Serge Reggiani, si on prend Adamo, si on prend Dalida, si on prend Claude François, si on prend... et la liste est longue, c'est tous des enfants d'ici et d'ailleurs. Et pourtant, on leur octroie et on les autorise à faire partie de la culture française. Mais nous, ça va venir. Ça va venir. Bientôt, on sera les futurs Johnny Hallyday, on sera les futurs... on sera la culture française. C'est important pour toi de t'ouvrir à d'autres cultures? Ah ouais. Enfin, moi, je sais qu'aujourd'hui, si je commence à comprendre un peu qui je suis et d'où je viens, c'est grâce aux autres. C'est les autres qui m'ont le mieux défini. Moi, je suis trop la tête dans le guidon et dans le pare-brise pour être objectif. Il y a un moment, on manque de recul. C'est difficile d'avoir de la distance et du recul par rapport à qui on est réellement. Ça s'apprend avec la sagesse, avec le temps. On n'est pas encore assez sage. On est encore trop... On est trop à fond. La poignée est au taquet, tu vois. Donc c'est en voyageant, c'est en m'intéressant à mes copains issus d'Afrique du Nord que j'ai compris, tu vois, qui j'étais. C'est grâce à mes copains des quatre coins du monde et du terroir français que je prends conscience de qui je suis et pourquoi. Je veux dire, c'est très simple. Parce qu'en fait, ils prennent de nous. Ils viennent et ils prennent de ce que l'on est. Et ce qu'ils prennent de ce que l'on est, tout d'un coup, la distance fait qu'on prend conscience. Eux, ils savent. Tu vois, quand je vous entends parler aujourd'hui, dans votre façon de parler, il y a des mots de partout. Il y a de l'arabe, il y a de l'antillais, il y a de l'africain, il y a du gitan. Votre langue, elle est à l'image de notre pays. Donc, moi, j'ai besoin d'aller chez toi, j'ai besoin d'aller chez l'autre, prendre un peu comme toi, tu dois prendre. C'est la distance qui fait qu'on comprend qui on est. S'il n'y a pas de distance, on n'a pas de recul, on n'est pas objectif. Okay. Donc hier, tu nous avais raconté comment tu étais devenu journaliste par hasard. Ouais. Tu peux nous expliquer un petit peu? Ça, c'est pareil, tu vois, ça fait partie de ces trucs qu'il faut désapprendre, c'est-à-dire qu'on a une piètre estime de soi, à force de s'entendre dire qu'on est plutôt le problème que la solution. Donc on s'enferme, on considère que c'est pas pour nous. On considère que c'est trop bien pour que l'on ait accès à ce monde-là. Et en fait, moi, c'est ma passion qui m'a amené au journalisme. C'est pas l'envie ou le dégoût. Pour moi, journaliste, je le serai jamais. Donc, j'ai commencé à aller voir ailleurs si j'y étais. Mettre en pratique ma curiosité. Et puis après, j'ai commencé à parler de ceux que j'étais allé voir. Les raconter. Ou en tout cas, partager mon récit, mes aventures. Tiens, je suis allé dans tel pays, j'ai vu telle personne. Je suis allé dans tel univers, j'ai vu telle personne. Il m'a apporté ça, il m'a dit ça. En fait, qu'est-ce que c'est un journaliste? C'est juste un colporteur. C'est juste un conteur d'histoire. Si tu sais bien observer et si tu sais bien rétribuer la réalité. T'es journaliste, t'as pas besoin de faire d'études. C'est pas le cul sur les bancs des écoles qu'on va faire du journalisme. C'est les deux. C'est les bancs et la rue. Et il y a un monsieur un jour que j'ai croisé qui est un très très grand journaliste qui s'appelait... je sais pas si c'était Lescure, qui m'avait expliqué, je l'avais croisé lors d'un dîner, qu'il avait besoin 2 ou 3 heures par jour d'aller dans un bistrot, d'observer et d'écouter. Et que c'était pour lui la meilleure école de journalisme. Si tu es capable de te mêler à une conversation dans un bistrot, si tu es capable de trouver un intérêt à une conversation dans un bistrot, tu as compris où se situait le journalisme. Donc fort de ce propos-là, et fort comment dirais-je, de mon expérience, à un moment, j'ai accepté. J'avais énormément de mal, j'avais le syndrome de l'imposteur.
J'avais énormément de mal de considérer que j'étais un journaliste. Pour moi, un journaliste, il avait une carte de presse, il avait fait des études, tu vois, il y avait tout un protocole. Donc, moi, j'étais juste un mec d'une radio hip-hop, on va dire. Tu vois. Puis un jour, il y a un gars qui m'a dit, mais non, mais un journaliste consiste à poser des questions, écouter les réponses, et puis surtout faire partager avec le plus grand nombre les réponses. Ah bon, ok. Bon, bah ok. Je suis journaliste. Super. Et tu as commencé en animant plusieurs émissions de radio. Génération... C'est fait, là, on se parle. T'es pas... Toi, t'as lié une fiche. Pas la tête. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? J'ai travaillé... Tu les connais, tes questions, par cœur. Fais confiance. Et confiance en toi. Voilà. Des fois, j'ai des petits blancs. Ouais, moi aussi. Regarde, t'as vu la tête que j'ai des petits blancs, moi aussi. J'ai des grands en noir, moi. Donc, tu as fait une émission qui s'appelle Playtime Show. Ouais, le Playtime Show. Et All Star. Ouais, Génération All Star. Tu vois que tu sais. Comment tu as fait pour te faire opérer? Comment j'ai fait? Eh ben, je suis allé là où personne ne voulait aller. C'était pas payé. C'était la misère. Il y avait un studio, 2 micros. Tout le monde s'en foutait de ce qu'on faisait. C'était un studio. Donc, je rentrais dedans. Je faisais des émissions. J'étais pour moi comme à la fête foraine. Dans le manège, il y avait un micro. Il y avait des platines. Je pouvais mettre des disques. Je pouvais raconter ce que je voulais. Tout le monde s'en foutait. On est rentré là-dedans, et puis on s'est prêté au jeu. Et puis un jour, le directeur de cette radio, qui était une radio associative, nous a dit « Ouais, c'est pas mal ce que vous faites, tu veux pas faire ça le soir, de 17h à 19h ?» J'ai dit « Ouais, toujours gratuit, pendant des années. » Puis il m'a dit « Ouais, c'est bien, tu reçois des chanteurs, etc., etc. Tu veux pas recevoir des politiques ?» J'ai dit « Ouais. » Il dit « Ouais, c'est bien ce que tu fais, tu veux pas ?» Et puis un jour, cette petite radio associative est devenue une radio commerciale. Et donc tout d'un coup, on m'a dit « Ouais, ce serait peut-être bien que tu aies un salaire. » J'ai dit « Bah ouais, ce serait bien. » Et puis on m'a fait une fiche de paye et je suis devenu journaliste comme ça, par passion. J'ai fait comme vous, vous allumez des caméras, vous faites du montage. Et ben moi, j'ai allumé le micro, j'accueillais des gens, je faisais des interviews. Je te dis pas que ça n'a pas été long, ça a été très long. Puis tu manges pas tous les jours du foie gras et du caviar. Mais ça a été les plus belles années de ma vie sur le plan professionnel. Je n'avais pas d'interdit. Je faisais ce que je voulais. En parallèle aussi, tu as fait du rap. C'était la même ça, période. C'était bien avant, ça. Ouais. Avant Le rap, c'était à partir du moment où je m'étais installé dans cette espèce de colère qui était surtout liée à ce sentiment d'injustice. À un moment, la seule façon pour ma génération d'exprimer cette colère, c'était pas d'écrire un article, parce qu'on n'avait pas accès aux journaux. Notre arme de destruction massive, c'était d'écrire, de mettre des mots bout à bout et de faire un texte. Et de le scander, de le rapper. Donc à un moment, ouais, je me suis pris pour un rappeur, parce que c'était le seul moyen pour moi de dire les choses. Donc j'ai rappé, et puis tout d'un coup, le rap est devenu quelque chose d'incontournable. Et c'est à ce moment-là où moi j'ai arrêté. J'ai dû arrêter vers 92, 93. J'ai arrêté d'y croire parce que j'avais 25 ans et que à 25 ans, tu ne devais pas être rappeur normalement à l'époque. Tiens, il faut devenir un homme. Quand tu es rappeur, c'était jeune. Mais à 25 ans, il fallait être un homme. Donc s'il y a 25 ans de ça, si tu disais je suis rappeur, on disait ouais, mais ton métier, c'est quoi? Tu fais quoi de ta vie? Tu pouvais pas répondre je suis rappeur. Et non, à quoi tu sers? Et donc je me suis retrouvé, parce que c'était... Puis le rap s'était politisé. Il faut savoir qu'entre 85 et 90, 1985-1990, on approche tous des 18 piges. On a même en 85 pour certains d'entre nous 18 ans. On est appelés sous les drapeaux. Donc ça, on n'a pas vraiment envie d'y aller. Puis deuxièmement, le rap se politise. Et c'est ce rap politisé qui nous a fait prendre conscience qu'en fait on était les dindons de la farce. Qu'on n'était pas manipulés, mais qu'on n'était pas considérés comme n'importe quel citoyen lambda. Donc ça nous a ouvert les portes vers l'engagement citoyen et l'engagement politique et le militantisme. C'est pas la marche pour l'égalité, on était trop jeunes, en 85, c'est le rap. Voilà, te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais ce que toi tu peux faire pour ton pays, comme a dit Kennedy. Et du coup, est-ce que tu peux nous faire un punchline? Un quoi? Un petit rap. Ouais, je peux plus refaire ça, moi. Non, par contre, j'ai effectivement des petites phrases comme ça que j'aime bien ressortir, ça résume de longs discours. Quand on veut toujours plaire ou consciemment ou inconsciemment. Je crois que c'était Pierre Rabhi qui m'avait dit ça. Tu peux amener l'âne à la rivière, mais tu peux pas le forcer à boire. Et je trouve que ça résume parfaitement l'être humain, ses désirs, ses fantasmes, ses rires et ses larmes.
Ça pose une question centrale, c'est qui on est, qui on pense être et comment nous voient les autres. On sera toujours trop clair, trop foncé, trop petit, trop grand. On ne peut pas plaire. Donc à un moment, il faut être soi. Et donc j'aime beaucoup aimer cette phrase. Tu peux amener l'âne à la rivière, mais tu ne pourras pas le forcer à boire. Tu as fait 2 saisons du Tom Tom. Il y a eu 2 saisons de Tom Tom, et il y a une autre émission qui s'appelait Les uns les autres. Les uns les autres, oui. Ouais, Tom Tom. Et en parallèle, tu es aussi à la Radio Nova et France Inter. Ouais. Tu préfères la radio ou la télé? En fait, la télé, c'est une radio avec de l'image. Donc, moi, voilà. Pour moi, l'essentiel est dans la radio. Après, on a rajouté de l'image, ce qu'on appelle le pouvoir de séduction. Mais tu peux tourner le dos à la télé, tu l'entendras toujours. Mais si tu coupes le son et tu regardes les images, tu perds le sens des choses. Donc pour moi, la radio reste, qu'on le veuille ou non, le média par excellence. C'est-à-dire qu'on parle, on échange. La télé, on se montre, on est vu. Tu vois, la radio, pour moi, c'est... Tu vois, aujourd'hui, le soir, par exemple, eh bien, à partir de minuit, j'adore. Voilà, je mets France Culture et je me laisse bercer par les feuilletons radiophoniques, les documentaires radiophoniques. Ça impose un exercice intellectuel où tu dois te représenter les images. La télé, elle te les impose. Tu n'as pas le choix de l'interprétation de l'image. Alors que la radio, elle génère, elle suscite des images. Il y a une espèce de poésie auditive. Tu vois, les mots deviennent de la musique. C'est très très dur la radio. Faire une belle radio, c'est très très dur. Faire une belle télé, bah tu sais ce que tu mets dedans aujourd'hui. Pourtant j'ai du respect pour ce média-là. Mais je pense que si demain un de mes enfants souhaitait s'engager dans un métier de l'audiovisuel, je lui imposerais l'exercice de radio d'abord. Si tu arrives à convaincre uniquement avec les mots, le ton de ta voix, l'intonation également, la ponctuation, tu as tout gagné. L'image ne sera qu'un petit plus. C'est pour ça que les 3/4 des grandes personnalités télé, tu les retrouves le soir ou la journée en radio. Moi, la radio, elle m'a fait rêver, quoi. Et en 2010, tu as gagné un prix Jeune Talent. Ouais. C'est quoi? C'est une bonne question. Un jour, on m'a dit, ouais, tu as été sélectionné parmi des, je sais pas combien de journalistes pour ton travail, etc., etc. Je t'avouerai que j'ai pas eu beaucoup de prix dans ma vie. En sport, j'en ai eu des récompenses. Et donc, je me suis retrouvé à recevoir effectivement ce prix pour ce que je faisais ou ce que j'avais fait dans Tom Tom, le fait d'aller dans les quartiers populaires, d'essayer de montrer une autre image, d'essayer d'apaiser les tensions, d'essayer de montrer que bah, comme partout, il y a 20% de gens déviants, mais qu'il y avait 80% de gens courageux, tu vois, qui ne baissent pas la tête et qui tous les jours prennent le taureau par les cornes. Et donc les gens considéraient que ce travail-là, avec toute mon équipe, à l'époque, Télé Paris, Lamine, Julien, Chimoni, les professionnels du métier ont considéré que bah, ça méritait d'être récompensé. Je te cache pas que ça m'a fait plaisir. 10 ans en amont, 15 ans en amont, j'aurais été hyper fier, flatté. Mais en fait, la seule chose que moi, pour laquelle j'ai de la considération aujourd'hui, c'est la reconnaissance de mes pairs, la reconnaissance des miens. Quand je dis les miens, c'est ceux qui... C'est les invisibles. C'est ceux qu'on n'entend pas quand ils viennent me voir et qui me disent « Merci pour ce que tu as fait en télé » ou « Merci pour ce que tu fais ». Pour moi, c'est la meilleure des récompenses. Et 3 ans après, tu es passé chez France O pour animer C'est quoi Tazik? Ouais. Et En quête d'aventure. En quête d'aventure, ouais. Et aujourd'hui, tu es en radio vinyle. Ouais, je fais radio vinyle, je produis une émission qui s'appelle Le Bal Arwan aussi. Et donc petit à petit, j'ai accepté de commencer tout depuis le début et d'apprendre un nouveau métier. Et bien évidemment, comme toujours, ce qui m'anime, c'est de pouvoir maîtriser ce que je fais et avoir le choix, la liberté de choisir.
Donc petit à petit, j'ai compris qu'il fallait que je passe du journaliste, de l'animateur au producteur. C'est-à-dire que c'est comme dans un restaurant. Le journaliste, l'animateur, c'est le serveur. Il sert les plats, mais c'est pas lui qui décide de ce qu'il y a dans les assiettes. C'est pas lui qui décide des ingrédients utilisés, la qualité des ingrédients utilisés, ni la qualité du chef cuistot. C'est le patron du resto. Producteur, c'est la même chose. Tu t'entoures de gens compétents, mais, et c'est quelque chose qui est pour moi plus qu'un prix, qu'un diplôme, tu as le dernier mot. C'est la première fois de ma vie où j'ai le dernier mot, où c'est moi qui décide. C'est mon bateau. Si j'échoue, c'est de ma faute. Si je réussis, c'est grâce à tout le monde. Et donc le fait d'être producteur, c'était la chose ultime. Et il fallait que ça se fasse à travers une émission qui s'appelle Le Balarwan sur François. Et François est une chaîne assez extraordinaire, c'est que c'est la chaîne qui... c'est un laboratoire audiovisuel. Il n'y a pas énormément de... Les conséquences ne sont pas très importantes si ce que tu fais ne marche pas. Par contre, quand tu es sur François et qu'on te voit, ou qu'on parle de toi, parce que tu es loin sur la grille, tu es loin, 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 loin. Donc tu peux considérer que si tu fais quelque chose sur cette chaîne, d'une, c'est parce que c'est une chaîne qui le permet, parce que c'est un laboratoire social. Mais deuxièmement, c'est que tu as traversé un sacré... C'est-à-dire pour te trouver, il faut que les gens aillent te chercher. Et pour qu'ils aillent te chercher, il faut que le bouche-oreille fonctionne. Et pour moi, c'est une chaîne qui a été déterminante dans l'évolution de mon travail. Si, Emmanuel Macron, il a annoncé la fin de France O en 2020. Ouais, il a annoncé la fin de cette chaîne. Je suis très partagé. Je suis partagé dans un sens, je trouve qu'on ait aujourd'hui une chaîne consacrée à l'outre-mer, ça veut dire qu'on n'a pas réussi le mariage et l'intégration de l'outre-mer dans la télé normale. Donc pour moi, je devrais accueillir la fin de François comme quelque chose de salutaire. Voilà, on ne revendique pas de différence au-delà de ça. On veut être, nous, dans la nation. On ne veut pas être à l'extérieur de la nation. C'est pas parce qu'on est basané ou qu'on vient de l'outre-mer qu'on doit être une scène. C'est pas parce qu'on est corse qu'on peut pas être sur France 2. Pas parce qu'on est breton qu'on peut pas être sur France 2. Donc il n'y a pas de raison parce qu'on est de l'outre-mer qu'on puisse pas être sur France 2. Donc quelque part j'étais content. Après, j'ai des interrogations sur la capacité qu'auront les autres chaînes à intégrer de l'outre-mer. Les chaînes comme France 2, France 3, France 5, France 4, à intégrer des paramètres ultramarins. Donc c'est une prise de risque, parce que si on ferme, certains disent qu'on passera de 6% de visibilité à 0,9 ou 0,6% de visibilité de l'outre-mer dans le PAF. Voilà, c'est à nous de remonter les manches, de ne rien lâcher, de dire voilà, on veut voir, pas obligatoirement des paysages, mais on veut voir de la diversité, on veut voir de la mixité. La France qu'on voit au quotidien, on veut la voir sur l'écran. Donc c'est ça l'enjeu. C'est pas de parquer tout le monde, mettre tous les ultramarins sur France O, c'est pas ça. Mettre tous les jeunes sur France 4, non. C'est un moment pouvoir faire vivre sur une même antenne différentes générations, différentes cultures, différentes identités, parce que c'est ça la France. Et la France, il n'y a pas de raison qu'on refuse les ghettos dans les quartiers et qu'on accepte un ghetto ethnique comme François. C'est paradoxal. On ne veut pas que de communautaristes, mais on crée du communautarisme audiovisuel. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas être à deux vitesses. Donc soit on arrive à intégrer toute la nation sous la même bannière, bleu, blanc, rouge, on est tous français, que tu sois à Tahiti, en Guadeloupe, en Bretagne, à la Paillade. Okay. Sinon, on fait une chaîne comme ci, une chaîne comme ça, une chaîne comme ça, mais c'est pas la promesse républicaine. Et pour moi, on était à côté de la promesse républicaine. Alors, on ne fait pas d'efforts, on les met tous ensemble. Allez hop,